Pour réussir une startup ou une entreprise en ligne, il ne suffit pas de faire un bon produit. Ça, c'est seulement 50% du travail. Les 50 autres pourcents qui sont souvent négligés, c'est la traction. Sur du gradure, fais des pompes, des tractions. À l'armée, j'avais mon fama, c'est un peu dans le cadre. Selon les auteurs du livre Traction, qui ont interviewé de nombreux créateurs de startups qui ont réussi, 50% du temps de travail dans une startup devrait être consacré à la production d'un produit de grande qualité et 50% au fait d'amener un grand nombre de personnes à travers la traction. La traction, c'est le nombre de clients qui viennent vers toi, c'est le nombre de personnes qui consultent ton site internet, tes vidéos, ton blog, bref, c'est une valeur numérique qui doit grandir pour que ton entreprise marche. Pour réussir à avoir un plus grand public ou plus de clients dans son entreprise, les auteurs nous donnent 19 techniques, 19 manières dont on peut augmenter cette traction. Je vais les résumer sous forme de 13 points qui résument les idées principales de ce livre. Ces 13 points, ce sont le ciblage des blogs, les relations presse, les relations publiques non conventionnelles, la publicité payante qui sera sur les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux, l'optimisation des recherches sur les moteurs de recherche comme Google, le marketing de contenu, le marketing de mail, le marketing viral, le développement d'un business et de partenariat et les ventes, les programmes d'affiliation, l'utilisation de plateformes populaires déjà existantes ou qui sont sur le point d'être créées et qui risquent de devenir très populaires bientôt, les événements réels et les conférences et enfin la création de communautés. La plupart des gens qui créent une startup aiment avant tout créer de nouveaux produits et c'est ça qui les passionne avant tout et tout ce qui concerne la traction, c'est-à-dire de trouver de nouvelles personnes, ils trouvent ça complètement secondaire et ils délaissent totalement ça. Et pourtant, selon Peter Thiel, la plupart du temps, quand une startup échoue, c'est pas parce que le produit est mauvais, c'est simplement parce qu'il n'y a pas assez de traction. Mais avant de voir ces 13 points, ces 13 techniques pour avoir plus de clients dans le détail, il faut comprendre les bases de la philosophie des startups. On vit dans un monde d'incertitude et vous ne pouvez pas savoir à l'avance laquelle de toutes ces chaînes, de toutes ces voies de traction va marcher plus que les autres. Selon Peter Thiel, en général, il y en a une seule sur laquelle vous devez vous concentrer et qui va vraiment bien marcher. Mais l'erreur que font la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils font ce qui leur semble le plus naturel et ce que font leurs concurrents. Pourtant, les voies de traction les plus efficaces, ce sont celles qui sont le moins utilisées. Il y a une loi dans le monde des startups qui est la loi du shitty click-through rate, qui dit que plus une voie de traction est utilisée, et plus cette voie de traction devient merdique. Par exemple, la pub sur internet, au départ, c'était une très bonne chose. Les gens cliquaient à 75% sur les pubs qu'ils voyaient quand ils consultaient un site. Et de la même manière, le marketing par mail à une époque était excellent. Les gens cliquaient à 90% sur tous les mails qu'ils recevaient. Mais ces voies de traction ont été tellement utilisées que souvent, elles ne sont pas forcément les plus efficaces dans tous les domaines. Et il ne faut pas vous fier à votre intuition ou à ce que font les autres entreprises pour savoir quelle est la voie parfaite de traction pour vous. Vous ne le savez pas à l'avance. Vous devez garder en tête que ces différentes voies de traction ne sont qu'un outil. Votre objectif doit être avant tout numérique et doit être déconnecté de ces voies de traction. Vous devez d'abord comprendre quel est votre objectif final et tester différentes voies. Et la voie n'a pas beaucoup d'importance, il faut juste faire ce qui marche. Il faut aussi bien comprendre, comme le dit Paul Graham, qu'au début d'une startup, c'est normal de faire des choses que vous ne ferez pas à la fin. Il faut commencer par faire des choses qui ne scalent pas. J'ai déjà expliqué ce qu'était le concept de la scalabilité dans le résumé du livre Le Signe Noir de Nassim Taleb. La scalabilité, c'est faire quelque chose qui peut être automatisé et qui va être de plus en plus rentable quand vous le faites à une plus grande échelle. Par exemple, envoyer un courrier avec un cadeau de remerciement à chacun de vos clients, c'est pas du tout scalable. Pourtant, c'est le genre de truc qui peut bien marcher au début. Par exemple, envoyer une lettre à vos clients le jour de la fête des mères, offrir un gâteau à tel ou tel client qui part en vacances, c'est le genre de trucs qui sont pas du tout scalables, mais c'est très courant de faire ça au début d'une startup. Vous devez être prêt à faire ce genre de technique de traction au début. Et ce qui bloque souvent les entreprises dans leur croissance, c'est pas que le produit est mauvais, c'est qu'ils sont pas capables de changer de méthode de traction à chaque étape. C'est normal qu'au début vous fassiez des trucs qui ne scalent pas et que plus tard vous fassiez des trucs un peu plus scalables. Chaque entreprise est différente et pour chaque entreprise, une voie de traction en particulier va marcher à un moment donné et vous devez être prêt à accepter que cette voie de traction à un moment donné ne marchera plus parce que votre entreprise a changé d'étape ou alors simplement parce que cette voie de traction a été beaucoup trop utilisée par vos concurrents et qu'il faut un petit peu passer à autre chose et innover en matière de marketing et de traction. Un truc que vous devez comprendre aussi, c'est que quand vous n'avez pas envie d'utiliser une voie de traction en particulier, imaginez que vous avez un problème psychologique avec le fait de payer de la pub, vos concurrents sont certainement dans la même situation et ils ont probablement le même problème psychologique. Si vous avez du mal avec le fait d'écrire un blog pour parler de votre entreprise, les gens qui sont dans le même domaine que vous ont certainement le même problème. Et donc c'est une très bonne voie pour vous parce que ça va vous permettre de vous démarquer et d'avoir une voie de traction qui n'a pas encore subi la règle du shitty click-through rate.
Et donc il faut être humble et pas avoir trop d'a priori sur ce qui pourrait marcher. Les auteurs du livre Traction nous proposent une méthode en 3 étapes pour trouver votre voie de traction la plus efficace maintenant. La première étape, c'est de vous demander qu'est-ce qui est possible pour vous, quelle voie de traction vous pouvez utiliser parmi toutes ces voies différentes. Cette étape peut être réglée par un simple brainstorming. Vous allez simplement imaginer avec vos associés ou vous-même qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Est-ce que la pub c'est absolument absurde pour vous? Est-ce que vous pouvez faire du marketing de blog? Est-ce que vous pouvez faire du marketing de contenu, mail, etc. Donc cette première étape s'appelle le cercle extérieur. La deuxième étape, c'est de viser le cercle du milieu, qui consiste à voir qu'est-ce qui va probablement le mieux marcher. Pour ça, vous pouvez faire des petits tests dans ces différents domaines et voir qu'est-ce qui semble le plus efficace. Et la troisième étape, c'est de sélectionner votre voie de traction favorite et de vous concentrer à fond là-dessus jusqu'à ce que ça ne marche plus et un jour ça finit par bloquer. Une fois que vous êtes arrivé à bout d'une voie de traction, vous pouvez recommencer ces 3 étapes et trouver la voie de traction qui marche le plus pour vous. Une fois que vous avez trouvé cette voie de traction que vous allez favoriser, vous devez déterminer quel est votre chemin critique. Vous avez déjà déterminé votre objectif numérique par rapport au client, votre objectif final. Maintenant que vous savez votre voie de traction, vous pouvez trouver des objectifs intermédiaires, par exemple un nombre de posts sur un blog, un nombre de partages, un nombre de mails, un nombre d'abonnés, bref, d'autres objectifs qui ne sont pas vos clients, qui ne sont pas votre chiffre d'affaires directement, mais simplement toutes les étapes intermédiaires qui vont vous permettre d'optimiser au maximum cette voie de traction. La première voie de traction que vous pouvez tester, c'est celle des blogs. Vous pouvez cibler les blogs. Les blogueurs publient beaucoup d'articles et ils cherchent à en publier en général un maximum. C'est beaucoup plus facile d'atteindre un blogueur que d'atteindre un journaliste. Parce que tout le monde veut accéder aux journalistes, et en fait un journaliste quand il parle de vous, il vous fait une faveur, alors que quand vous vous adressez à un blog, en général c'est vous qui lui faites une faveur en lui laissant l'opportunité de parler de vous d'une manière unique. Les blogueurs cherchent à être les premiers dans leur domaine, ils cherchent à trouver quelque chose avant tout le monde, c'est extrêmement important pour eux de se démarquer. Et c'est pour ça que c'est une population assez facile à cibler. Ensuite, il y a plusieurs types de blogueurs. Je vis à Belleville, j'ai des voisins chinois. Et les blogs n'ont pas tous la même audience. Si tu es un petit et que personne ne te connaît encore, tu vas viser les petits blogs d'abord. Et quand tu commences par toucher des petits blogs, tu pourras plus facilement toucher des blogs plus importants ensuite, et visant ensuite la presse. Un bon moyen de briser la glace avec un blogueur, c'est de partager son contenu directement, sans même lui demander. Directement sur ton blog, tu peux faire ça. C'est bien mieux de briser la glace de cette manière que d'envoyer un mail en disant « Tiens, on devrait faire quelque chose ensemble, on devrait échanger un lien ensemble. » Voilà, tu proposes d'abord, tu donnes d'abord, et ensuite tu vas éventuellement lui proposer quelque chose. Pour ça, il faut évidemment avoir un endroit où tu vas publier du contenu. Ça peut être ton blog, ça peut être le Facebook ou le Twitter de ton entreprise, de ta startup. C'est important d'en avoir un pour tester le marketing de contenu dont on parlera au 6e point. La deuxième voie de traction, c'est les relations presse. Il y a beaucoup de journalistes qui ont un Twitter ou un compte sur les réseaux sociaux sur lequel ils n'ont pas forcément beaucoup de followers, beaucoup de gens qui les suivent. Et la raison de ça, c'est qu'en général, ces journalistes ne cherchent pas à avoir beaucoup de followers, mais ils ont quand même un compte pour suivre d'autres personnes et être au courant de l'actualité. Ça peut être simple de rentrer en contact avec ces personnes sur leurs profils sociaux. Évidemment, il ne faut pas les harceler. Tu peux aussi, comme avec les blogueurs, d'abord leur apporter de la valeur, d'abord citer leur article et ensuite rentrer en contact avec eux sur ces Twitter où ils n'ont pas forcément une très grande audience. Il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs types de journaux en ligne. Il y a des journaux en ligne qui publient peu d'articles, mais il y en a aussi qui veulent publier un maximum d'articles. Parce que certains journaux en ligne, comme les blogs, plus ils publient, et plus il y a des gens qui vont venir sur leur site. Tout le monde ne vise pas la qualité dans les journaux en ligne, beaucoup visent aussi la quantité. Et donc sur des sites comme le Huffington Post, tu peux facilement avoir un article publié et toucher pas mal de monde comme ça. Pour contacter aussi un journaliste, il faut faire des messages qui soient assez courts. Tu vas rapidement mettre un lien vers ton produit où tu auras des données intéressantes à donner directement. Il faut que tu puisses convaincre très rapidement en quelques mots. La troisième voie de traction, c'est la relation presse non conventionnelle. Pour toucher la presse facilement, il suffit de faire des choses qui soient anormales, qui sortent de l'ordinaire. C'est ce que faisait par exemple Richard Branson qui allait dans les rues de New York en tank et qui faisait toujours des choses extraordinaires, bizarres, pour mettre la lumière sur ce qu'il était en train de sortir. La relation presse non conventionnelle peut aussi se faire en traitant très bien tes clients. C'est ce que faisait Uber par exemple en offrant gratuitement la livraison de cupcakes. Et c'est aussi ce que font plein d'entreprises en mettant des vidéos marrantes ou intéressantes sur internet comme la vidéo Will in Blind de Blendtech qui a permis à l'entreprise de toucher beaucoup de monde. La quatrième voie de traction, c'est la publicité. Beaucoup de gens y sont allergiques, mais pourtant si tu peux investir de l'argent dans la pub dès le début, c'est un bon moyen d'avoir très rapidement un certain nombre de clients et tu pourras savoir si ton produit vaut le coup et ce que tu dois changer dans ton produit. C'est un bon moyen de commencer rapidement. Parce que si tu essayes d'avoir beaucoup de clients, beaucoup de public dès le début sans utiliser la pub, ça peut prendre beaucoup de temps et beaucoup de travail. Et tu peux travailler pour rien et avoir du temps en moins pour tester pour toi quelle est la meilleure voie de traction. Et en plus, la pub, ça peut être délaissé par certains entrepreneurs
qui ont un a priori négatif sur ça, alors que ça peut être très efficace précisément parce que c'est une voie de traction qui est délaissée. Tu peux faire des pubs sur les réseaux sociaux et éviter les moteurs de recherche. Et ce que je dois faire quand tu fais ce genre de pub, c'est calculer ton coût par acquisition. Tu dois calculer quel prix tu payes et tu es prêt à payer pour obtenir un client. C'est extrêmement important d'avoir les chiffres sur ce point-là parce qu'il ne faut surtout pas que tu payes plus pour avoir un client que ce que ton client va te payer ensuite. Pour ça, tu dois savoir combien tu vas payer la pub, combien de personnes vont cliquer sur cette pub. Parmi les gens qui cliquent sur cette pub, combien vont ensuite devenir clients et combien de temps ils vont rester clients. Avec toutes ces informations, tu peux calculer le coût par acquisition. Et tu peux savoir si la pub vaut le coup pour toi, oui ou non. Et si tu trouves une voie où tu vas pouvoir faire de la pub, où tu vas payer par exemple 10 € pour gagner 20 € à travers des clients qui vont te payer 5 € pendant 4 mois par exemple. Et si tu réussis donc à payer moins en pub que tu ne gagnes d'argent avec les clients, eh bien c'est une très bonne voie de publicité et il suffit de mettre plus d'argent pour avoir encore plus de clients et c'est une manière extrêmement simple de grandir rapidement. Donc il ne faut pas sous-estimer cette voie-là. La cinquième voie de traction, c'est l'optimisation des moteurs de recherche. Quand les internautes recherchent quelque chose, s'ils tombent sur ton site dans la première page de Google, tu auras beaucoup de clients et tu auras un très grand public. Les stratégies d'optimisation sur les moteurs de recherche, ce qu'on appelle les SEO, sont des stratégies sur le long terme. Tu dois au moins attendre 6 mois avant de voir si ce que tu as fait a marché ou pas. Il y a deux stratégies principales de SEO. La première, c'est celle du Fat Head Word et la seconde, c'est celle du Long Tail Keyword. C'est-à-dire la technique de la grosse tête et la technique de la longue traîne. La technique de la grosse tête, c'est d'essayer d'optimiser la recherche sur un mot-clé ou sur deux mots-clés. Par exemple, moi, ces mots, ça pourrait être développement personnel ou alors ça pourrait être procrastination. Et le problème, c'est que ces mots-là sont déjà très concurrentiels. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'optimiser sur ces mots-là. Ils représentent 30% des recherches. Les 70% des recherches sur Google, ce ne sont pas des gens qui tapent un ou deux mots, c'est des gens qui tapent 3, 4, 5 ou plus de mots que ça. Et donc il vaut mieux optimiser sur ces mots-là parce qu'ils sont moins concurrentiels et qui représentent beaucoup plus de recherches. Par exemple, pour moi, une recherche sur un long mot-clé moins concurrentiel sur lequel je peux être plus rapidement premier, ce serait comment faire pour éliminer une mauvaise habitude. Sur ça, il y a peut-être moins de concurrence et c'est plus facile d'arriver en première page sur Google. Mieux vaut être en première page sur une phrase clé que d'être en seconde, en troisième page sur un mot-clé très concurrentiel. Ce qu'il faut savoir sur le SEO, c'est qu'il faut éviter d'utiliser des techniques black hats. Il y a des techniques qui sont des hacks, qui sont des techniques de pirates pour rapidement être en première page sur Google, mais il faut éviter de faire ça parce que le travail de Google, c'est justement de repérer ça le plus vite possible et en général, ces techniques ne durent pas très longtemps. Si tu veux du succès sur le long terme, il vaut mieux avoir une technique white hat, c'est-à-dire qui respecte les conditions de Google et aussi ne surtout pas acheter des liens pour être en première place sur Google. Ce que fait Google, c'est qu'ils mettent en première page souvent les sites qui reçoivent le plus de liens extérieurs de la part d'autres sites. Et donc pour cette raison, certains vont artificiellement créer des liens vers leur site à partir d'autres sites qui vont payer ou qui vont créer de toutes pièces. Et malheureusement, Google réussit à repérer ça et va pénaliser celui qui triche un petit peu. Donc il ne faut pas tricher avec Google si tu veux vraiment réussir sur le long terme. Il ne faut pas croire aux raccourcis, il ne faut pas essayer d'être plus malin parce que Google, c'est énormément de personnes intelligentes dont c'est précisément le travail de te coincer là-dessus. Tout le travail de Google, c'est de permettre aux gens d'avoir la réponse à leurs questions le plus vite possible et d'avoir du contenu de qualité. Donc tu dois faire du contenu de qualité et vraiment répondre aux questions des gens. La sixième voie de traction, c'est le marketing de contenu. C'est par exemple écrire un blog ou une chaîne YouTube dans laquelle tu vas publier du contenu de qualité qui va faire que les gens vont vouloir le regarder et vouloir le partager. Et ensuite, dans ce marketing de contenu, il y aura un lien vers ton site, ton produit, et tu pourras avoir beaucoup de clients comme ça. C'est une technique qui a été utilisée par exemple par le site OkCupid, qui est un site de rencontres en ligne. Ils publiaient des articles par exemple pour conseiller aux gens quoi écrire précisément pour réussir leur premier message quand ils abordaient virtuellement une fille ou un garçon. Ils disaient par exemple, si vous utilisez tel mot, vous aurez 50% de réponse. Si vous utilisez ce mot-là, vous serez quasiment sûr que vous n'aurez pas de réponse. Et ils utilisaient les statistiques de leur site pour publier des articles de qualité pour les utilisateurs. Et ces articles étaient beaucoup partagés et de cette manière, ils ont réussi à avoir une grande communauté de clients. Et si vous vous lancez dans le marketing de contenu, il faut aussi attendre pas mal de temps à en voir les effets. Il ne faut pas juste faire un article par-ci par-là, il faut être assez régulier parce que souvent le marketing de contenu est aussi lié au SEO et il faut un certain temps pour que les gens tombent sur vos articles et qu'ils finissent par les apprécier et que vous vous améliorez dans ce domaine et que vous fassiez du contenu de vraiment bonne qualité. Il ne faut pas hésiter aussi à engager quelqu'un pour faire ce travail-là. Si vous n'êtes pas doué pour l'écriture ou pour les vidéos ou autre, vous pouvez demander à quelqu'un de le faire pour vous et ça peut donner une très grande visibilité à votre site. La septième voie de traction, c'est le marketing par mail. C'est la voie royale pour réussir à avoir des clients. C'est une voie royale parce qu'elle est intime. Quand vous parlez par mail à quelqu'un, il faut que ce soit personnel. Ce qui est intéressant avec les sites comme MailChimp, c'est que vous pouvez faire des séquences de mails
automatisé. Vous pouvez envoyer un premier mail où vous allez parler de votre entreprise ou envoyer un conseil gratuitement, puis un deuxième avec un autre conseil. Ensuite, vous allez parler des références de certains clients qui ont bien aimé votre produit et ensuite, vous allez parler de votre produit. Vous pouvez y aller progressivement comme ça et faire traverser un entonnoir de vente beaucoup plus fluidement que vous le feriez simplement sur une page de vente sur un site internet. Vous pouvez aussi, si vous avez acquis des mails et que vous envoyez une newsletter, facilement des tests A/B, tester différentes manières de vendre, différents produits, différents tons, différentes images, bref, voir ce qui est le plus efficace si vous avez suffisamment de mails pour ça. La 8e voie de traction, c'est le marketing viral. Quand tu fais un produit et qu'un client va le partager avec une autre personne, on appelle ça la viralité. Il y a deux types de viralité. Il y a la viralité inscrite dans le produit qui fait que quand un client va utiliser ton produit, forcément une partie des personnes autour de lui vont le découvrir et vont l'utiliser aussi. C'est ce que faisait par exemple Hotmail en mettant à la fin des mails une petite signature avec écrit « Créez votre boîte de mail gratuitement avec Hotmail ». C'est ce que fait Apple en ajoutant « Envoyez depuis mon iPhone » à la fin d'un mail, ou encore ce que fait Skype en prenant directement tout votre carnet d'adresses pour que vous contactiez vos amis rapidement. C'est aussi ce que fait Dropbox, qui est un site de stockage de données, qui quand vous invitez des amis à utiliser le site, vous offre une plus grande capacité de stockage. Ça, c'est le meilleur marketing viral qui soit, qui est inscrit à l'intérieur même de votre produit et qui vous permet de croître très rapidement. Il y a aussi un marketing viral qui consiste à publier une fois un article ou une vidéo qui va être virale. Ce qui fait la différence entre le contenu qui est vraiment viral et les autres types de contenus, c'est que quand vous avez un client, ce client vous amène plus qu'un autre client. Le coefficient de viralité, c'est le rapport entre le nombre de personnes que vous touchez à chaque fois que vous avez un nouveau client et le nombre de clients qu'il y aura parmi toutes les personnes touchées. Ce coefficient de viralité, vous pouvez le calculer, et si vous dépassez un coefficient de viralité de 1, c'est-à-dire que pour chaque client obtenu, vous avez plus d'un nouveau client, et bien ce nouveau client va à son tour amener plus d'un nouveau client, et ça devient une boucle virale qui en théorie est infinie, qui va s'arrêter tôt ou tard, mais qui va vous permettre de croître très rapidement, et c'est le rêve de tout start-upper. Même si vous n'arrivez pas à ce coefficient de viralité supérieur à 1 qui va vous amener une croissance exponentielle, même si vous avez juste un coefficient de viralité de 0,5, c'est déjà très bien parce que ça veut dire que pour 2 clients obtenus, sans faire de pub, sans faire d'articles, de marketing de contenu ou d'affiliation ou quoi que ce soit, pour 2 clients obtenus gratuitement, vous avez un autre client. Et pour 4 clients obtenus, vous avez gratuitement 2 clients qui vont aussi amener un client. Donc un coefficient viral, même s'il ne dépasse pas 1, c'est déjà très bien d'en avoir un petit. Vous devez comprendre avec le marketing viral que c'est normal qu'elle ne marche pas tous. En général, ça marche une fois sur 10 et il faut en tester plusieurs avant d'avoir du succès là-dedans. La 9e voie de traction, c'est le développement de business et les ventes. Si vous êtes capable de faire des partenariats avec des personnes qui sont un peu dans le même domaine que vous, mais pas vraiment des concurrents, vous pourrez très vite avoir beaucoup plus de clients. Vous devez trouver quelqu'un qui touche à peu près le même nombre de clients que vous. L'erreur que font beaucoup de débutants, qui parfois moi me contactent, même moi, alors que j'ai pas grand chose encore à proposer, il y a beaucoup de gens qui me contactent alors qu'ils ont absolument rien du tout. Ils touchent absolument personne, ils n'ont pas d'abonnés, ils n'ont pas de gens qui les suivent sur leur blog ou sur Facebook ou quoi que ce soit, et ils me proposent un partenariat. Ça n'a pas de sens de faire ça. Pour proposer un partenariat à quelqu'un, vous devez déjà créer quelque chose de votre côté, et ensuite naturellement des gens vont venir vers vous, ou alors vous pourrez proposer quelque chose et les gens seront très contents de travailler avec vous. Mais si vous trouvez quelqu'un qui a autant de clients ou autant d'impact que vous vous pourrez facilement créer ces partenariats et c'est un moyen très simple d'augmenter la taille de votre business. Les ventes en elles-mêmes sont aussi évidemment un moyen d'avoir beaucoup plus de traction et en général pour vendre davantage, ce qu'il faut c'est simplifier le dispositif de vente. Pour ça, vous devez proposer des essais gratuits pendant un certain nombre de jours, montrer des vidéos de démonstration, avoir une FAQ qui soit très complète, proposer des témoignages de clients, faire des webinaires dans lesquels vous allez expliquer l'utilisation du produit. Bref, vous devez rassurer les clients et simplifier chaque étape. L'affiliation est une autre voie de traction qui consiste à demander à des personnes de vendre votre produit en échange d'une part des bénéfices. Par exemple, vous allez vendre quelque chose à 20 € et vous allez proposer 8 € à tous ceux qui vont réussir à vendre votre produit. C'est une très bonne manière aussi de faire grandir votre produit. Pour ça, vous devez bien choisir vos affiliés parce qu'ils vont représenter votre marque. Il y a des sites qui sont conseillés dans le livre comme Commission Junction et d'autres sites qui permettent de faire ce marketing par affiliation. Et ce qu'expliquent aussi les auteurs du livre Traction, c'est que des très bons affiliés, ce sont simplement vos clients. Vous ne devez pas hésiter à demander à vos clients qui sont satisfaits par votre produit d'aller vendre votre produit parce que les gens qui aiment votre produit connaissent probablement des gens qui sont susceptibles de les aimer aussi et ils savent probablement, peut-être même mieux que vous, où est-ce qu'ils vont les trouver. Pour avoir plus de traction, vous pouvez aussi utiliser les plateformes existantes et le marketing ingénieral. Au début de MySpace, qui était un site populaire dans les années 2000, YouTube proposait aux utilisateurs de publier leurs vidéos directement à travers YouTube pour améliorer leur profil MySpace parce que MySpace ne proposait pas
de services pour mettre des vidéos en ligne facilement. Et ainsi YouTube a grandi en grande partie grâce à MySpace. Donc vous devez repérer les plateformes que vous pouvez utiliser pour mettre en avant votre service. Et donc si vous faites ce type de produit, vous devez trouver les entreprises, les plateformes existantes déjà populaires qui pourraient avoir besoin de votre service, qui ont déjà des lacunes et qui ont besoin de vous pour améliorer leur propre site. Tu n'es pas obligé de toucher des plateformes qui soient très populaires en ce moment, tu peux aussi viser des plateformes qui sont naissantes et très prometteuses. Par exemple, les gens qui ont produit les premières apps sur l'iPod ou sur l'iPhone ont eu un énorme avantage parce qu'ils étaient parmi les premiers et ils ont ainsi pu toucher un très grand public par la suite. Il faut aussi miser sur certaines plateformes naissantes. Beaucoup de gens disent oui, les gens qui ont du succès ont eu la chance d'être nés au bon moment, au début des blogs, donc ils ont facilement eu des bons résultats sur les moteurs de recherche. Il y a des gens qui ont eu de la chance, ils étaient là au début de YouTube, des gens qui étaient là au début des smartphones et ils ont une priorité, ils ont beaucoup plus de chance par rapport aux applis. Mais la réalité, c'est qu'on a tous cette chance-là. C'est juste qu'il y a des gens qui voient les plateformes naissantes et prometteuses et des gens qui ne les voient pas. Les gens qui étaient là au début de YouTube n'ont pas vraiment plus de chance que les gens qui sont là aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, on ne sait pas forcément ce qui est prometteur et ce qui va beaucoup marcher. On a tendance à séparer le marketing et l'ingénierie, mais pourtant, les ingénieurs, s'ils produisent du contenu gratuit qui mène vers un contenu payant, peuvent être très bons et très efficaces en termes de marketing. C'est une voie de traction qui est extrêmement sous-exploitée. Donc si tu es capable de faire ça, si tu peux payer des gens qui vont faire ça pour toi, n'hésite pas à le faire. Les ingénieurs en général ont envie de travailler sur le produit en lui-même directement, mais ils peuvent apporter beaucoup plus de croissance à l'entreprise en s'intéressant un petit peu aux produits gratuits, aux solutions gratuites qu'ils peuvent apporter pour amener vers leurs produits payants. Une autre voie de traction, c'est de participer à des événements réels. Ça peut être des conférences, ça peut être des séminaires, ça peut être les trade shows. Bref, participer ou organiser ces événements pour rencontrer les gens en face à face. Quand tu fais une présentation, tu dois demander aux gens d'avoir une attention divisée. Tu dois permettre aux gens de prendre des photos, de tweeter, bref, de partager ce qu'ils sont en train de vivre pour toucher plus de monde. Il faut aussi évidemment filmer ces événements pour publier la vidéo et toucher beaucoup plus de personnes. Il ne faut pas sous-estimer ça. Si à un moment de l'année, tous les gens de ton industrie sont réunis au même endroit, il faut surtout que tu sois à cet endroit-là. La dernière voie de traction, c'est de créer une communauté, mettre en contact les gens qui sont tes utilisateurs, ton public, tes clients, en créant un forum de discussion, en créant un groupe Facebook, en créant un groupe dans lequel ils pourront se rencontrer, en créant des événements réels, bref, en créant une tribu. C'est quelque chose dont on a déjà parlé dans le résumé du livre de Tribe, que tu peux voir en cliquant juste là, c'est le livre de Seth Godin. Quand tu vas tester ces différentes voies de traction, tu dois voir laquelle marche le plus et te concentrer sur celle-ci. Si jamais tu vois qu'aucune de ces voies de traction ne marche, c'est que le problème vient peut-être de ton produit et tu dois peut-être l'améliorer. C'est ce qu'on appelle faire un pivot. C'est ce qui est expliqué dans le livre de Eric Rice qui s'appelle Lean Startup, que je résumerai aussi très bientôt. Dans ce livre, il explique que dans certains cas, le mieux c'est de changer son produit pour l'améliorer et toucher peut-être un public un peu différent aussi. Mais tu ne dois pas faire des pivots tout le temps, chaque année, parce que tu n'as pas les résultats que tu veux. Tu dois aussi faire preuve de patience et de persistance. Et avant de faire un pivot, tu dois te poser la question suivante. Est-ce que je suis prêt à faire ça pendant 10 ans ? Est-ce que je suis prêt à travailler sur ce nouveau produit pendant 10 années ? Si tu n'es pas prêt à faire ça, peut-être que le pivot n'est pas la meilleure idée qui soit. Peut-être que tu dois travailler un peu plus sur la traction et ne pas voir le pivot comme la solution miracle à tous tes problèmes, à tous tes manques de clients. Vous venez de voir mon résumé du livre Traction, qui est un très bon livre sur les startups. Je pense que c'est un indispensable. Évidemment, la plupart des conseils que vous avez entendus ou que vous allez lire dans le livre, vous les voyez plus ou moins dans plein d'articles sur internet, dans plein de vidéos, mais c'est bien d'avoir un plan d'action, savoir précisément comment agir, qu'est-ce que vous pouvez tester et avoir une approche un peu plus scientifique de la création d'une startup. C'est recommandé par Seth Godin, c'est recommandé par Eric Rice, qui est l'auteur de Lean Startup. Bref, c'est un très bon livre. Et voilà, je vais passer le mois suivant à appliquer pas mal des conseils qui sont dans ce livre. C'était la 30e vidéo de mon projet 30 jours, 30 livres, et qui consiste à lire 30 livres de développement personnel et à publier 30 vidéos de résumé de ces livres. Donc voilà, c'est la fin du projet, c'est réussi. Aujourd'hui on est le 22 février, donc on est dans les temps. La première vidéo a été publiée, il me semble, le 23 janvier. Vous voyez le journal derrière. Aurier va devoir s'expliquer parce qu'il a insulté Laurent Blanc. Donc voilà, le projet est réussi. Je vais passer le mois qui vient à appliquer différentes techniques de ce livre pour toucher un plus grand public. Actuellement, on a 4500 abonnés. On va essayer de voir si à travers les méthodes de ce livre, sans produire beaucoup de contenu, pendant ce mois-ci, je vais pouvoir augmenter la visibilité de Autodisciple. Je vais quand même résumer pas mal de livres en attendant. Il y a quelques livres dont je vous ai déjà parlé que je vais résumer simplement parce que j'en ai envie. Et voilà, je vais faire une vidéo bientôt où je vais expliquer un peu tout ce que j'ai appris pendant ce projet-là, comment j'ai fait pour réussir à lire autant de livres en si peu de temps et faire les vidéos.
Et voilà, je vais peut-être faire une conférence, je vais réfléchir, dites-moi si ça vous intéresse. Et voilà, j'en ai marre de faire des vidéos. Je vais un petit peu me reposer aussi, j'en ai un petit peu marre de parler tout seul toute la journée. Par contre, j'en ai pas marre de lire, c'est vraiment agréable, hein. La partie difficile, c'est les montages, c'est de parler comme ça tout seul. Mais voilà, enfin, je vous parlerai de ça plus tard. C'est une très bonne journée. Abonnez-vous à Autodisciple si ce n'est pas encore fait. On essaye d'atteindre 100 000 abonnés en un an. Abonnez-vous à la lettre pour recevoir chaque semaine un conseil sur l'autodiscipline et le développement personnel. Et passez une super journée. C'était Raj pour Autodisciple.